à tous, bienvenue dans Xenius. Miss Ted Dai et son chauffeur vous saluent bien. Eh oui, fort de ma longue expérience de la route, je nous ai convoyés jusqu'à Arleux, une petite ville du Nord-Pas-de-Calais. Arleux, c'est la capitale de l'ail fumé et de la soupe à l'ail fumé. Nous sommes impatients de découvrir cette spécialité régionale. Premièrement, parce que l'ail fumé est un mets de choix qui attire des gourmets du monde entier ici. Deuxièmement, parce que l'ail est très bon pour la santé. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est ce que nous allons vérifier. Nous verrons quelles sont les véritables propriétés de l'ail. Vous nous connaissez, dans Xenius, nous n'hésitons pas à passer les croyances et pratiques séculaires au crible de la recherche moderne. Pour commencer, découvrons comment on cultive cette plante. Direction l'exploitation de la famille Merlin. 6 heures du matin. Lucien Merlin part travailler au champ. Pour l'ail, disons, sur mon exploitation, disons, j'ai une exploitation de polyculture, et avec une spécialité dans l'ail. Je cultive des pommes de terre, des betteraves, des céréales. Mais l'ail, j'ai presque venu au monde dedans. Enfin, j'ai venu au monde dedans. Et il y a un côté sentimental et surtout, je me suis toujours dévoué pour promouvoir la fumée d'Arleux. Nous sommes à la mi-août. Il a plu abondamment ces dernières semaines. Une météo peu favorable à la cueillette de l'ail. Aujourd'hui, il fait beau. Lucien Merlin n'a pas une minute à perdre. C'est une machine qui soulève avec une lame de vent environ 4 rangées d'ail. C'est une lame qui rentre en dessous des têtes et qui avance sur la machine. Et il y a un système qui fait qu'il secoue pour les nettoyer, pour arriver derrière, pratiquement pas nettoyer, mais ça dépend des années, mais propre. Et après le reste, c'est le personnel qui le fait pour finir de nettoyer, d'enlever la terre qui reste dans les racines. Un travail qui met son dos à rude épreuve. Mais Lucien tient à participer à la récolte. L'ail est une affaire de famille chez les Merlins. Leurs fils, leurs filles et même leurs petites filles mettent la main à la pâte. Dès le mois de février, Lucien commence à planter ses semences de la variété rose de printemps. Chaque cailleux planté donnera naissance à une tête d'ail. La plante sort de terre au cours des semaines suivantes. Elle a besoin d'eau pour bien se développer, en particulier à la mi-juin. À ce moment-là, elle n'est encore qu'une tige nue avec des racines. Les têtes d'ail se forment par la suite et il leur faut 1 mois environ pour achever leur croissance. Dans le champ voisin, on a récolté l'ail une semaine auparavant. Avant de replanter à cet endroit précis, il va falloir s'armer de patience. On va être obligé d'attendre entre 15 et 20 ans pour remettre de l'ail à la même place, parce que l'ail, s'il laisse un champignon dans le sol, il reste très longtemps, donc il faut même attendre. Quand on a une culture avec un peu de champignons dedans, même 30 ans, c'est même pas suffisant. Donc on s'arrange à faire des rotations assez longues sur l'exploitation ou faire des échanges avec des collègues pour avoir une rotation pour pas prendre de risque d'avoir de l'ail avec des maladies. La problématique est la même pour les pommes de terre, par exemple. Pour éviter les champignons, Lucien préfère la traditionnelle rotation des cultures aux produits chimiques. La récolte donne chaque année une 30aine de tonnes d'ail qui sont ensuite transformées à la ferme. Pour commencer, on trie les têtes par taille, puis on les tresse. Cela demande beaucoup d'habileté et de rapidité. Ensemble, famille, amis et connaissances mettent 4 semaines environ pour venir à bout de la récolte. Cela représente chaque année 15 000 tresses d'ail. Cette petite entreprise familiale a une longue histoire derrière elle. L'exploitation, c'est mon père qui me l'a transmis. Et mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils étaient déjà cultivateurs sur le même site, mais le ferme était partagé en deux. Il était 2 frères qui partaient là-dessus. Et certainement que demain, il y aura le successeur, ce sera mon fils qui va continuer l'exploitation. La journée est loin d'être finie pour Lucien. Sur le pont depuis plus de 12 heures,
il retourne au champ pour récolter les derniers rangs d'ail. Ail et compagnie de première. Je suis toujours agréablement surprise de voir qu'à l'ère de la technologie, le travail manuel est toujours à l'honneur dans certains domaines. Et pour son ail, l'homme qui nous reçoit aujourd'hui dans son exploitation ne ménage pas sa peine. Monsieur Merlin, merci und bonjour et chapeau. C'est nous, on vous remercie d'être présent, puis bonjour à vous tous. Nous venons de voir que l'ail demande déjà beaucoup de travail dans les champs. Mais vous, en plus, vous le fumez après la récolte. Pourquoi ? Le fumage, c'est vrai, c'est beaucoup de travail parce que bon, c'était de l'ail qui est travaillé manuellement, un petit peu à l'ancienne, quoi. Et on le fume, c'est surtout pour la conservation. Un ail fumé, il est bien séché, donc il est séché et il y a une conservation qui dure pratiquement 1 an. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. C'est une spécialité régionale, j'imagine. Y a-t-il une raison pour laquelle on fume l'ail ici ? L'histoire, disons, en cherchant un peu assez loin, disons, ça fait pratiquement 200 ans qu'on fume de l'ail sur Arleux. Et l'histoire est certainement venue que, étant donné qu'on est quand même dans une région nord qui est assez humide, et certainement, il y a eu quelqu'un un jour qui a eu la riche idée de mettre de l'ail blanc dans un fumoir pour le sécher, étant donné que c'était peut-être une année avec beaucoup de pluie. Et il a trouvé que ça conservait bien, donc ça a continué à se pratiquer. Très pragmatique. Et si on allait voir ? Oui, il faut qu'on voit ça. On va regarder l'ail. Oui. On vous suit. Incroyable. Avec quoi on le fume ? De la paillette de blé, et surtout de la sciure. Ok. Et ça, c'est les briquettes de tourbe des marais qui servent de foyer pour faire brûler la sciure. De la tourbe. On le fume comme on le ferait pour un jambon ou c'est complètement différent ? Oui, voilà, c'est un peu le même principe que du jambon. Après, il y a des différences de temps et de température. Ok, allons voir ça ? oui, On va l'accrocher. c'est parti. Les tresses suspendues ici ne sont plus d'un blanc étincelant. Elles sont déjà un peu fumées. Combien de temps le fumage dure-t-il ? Là, il est fumé pendant 1 semaine, 7 à 8 jours, à une température d'environ 40 degrés. Disons, pour finir de le sécher et extraire environ entre 10 et 15% d'eau qui accourt dans la tête ou dans les queues, pour avoir une meilleure conservation. Et en supplément de ça, il y a un petit goût de fumée à l'intérieur. Que faut-il faire ici pour lancer le fumage ? Là, le fumage, comme là au sol, bon après, on va recharger, on va mettre des briquettes de tourbe ou autre pour faire un foyer. Et on met de la sciure en continu au sol, qui fume en continu 1 nuit et jour. C'est parti. J'ai toujours aimé jouer avec le feu. Oui, je sais. On y va. C'est dans cette pièce que l'on place l'ail fumé au bout des 8 jours. Je vous le montre. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais. Il est un peu plus sombre et ça sent énormément la fumée. Oui, nous allons prendre cette tresse avec nous car nous avons rendez-vous avec Madame Merlin pour préparer la traditionnelle soupe à l'ail fumé d'Arleux. Nous sommes curieux de voir si elle vaut la potion magique d'Obélix. Ça n'aurait rien d'étonnant, vu qu'on lui prête de nombreuses vertus thérapeutiques depuis des siècles. Au passage, l'ail a d'ailleurs hérité de quelques surnoms amusants. Rose puante, épouvantail du vampire, camphre des pauvres, aphrodisiaque, les noms et propriétés prêtés à ce bulbe blanchâtre ne manquent pas. À croire qu'il s'agit effectivement d'un remède universel. L'ail serait originaire d'Asie centrale, où on le cultive depuis 3200 ans avant Jésus-Christ. Ce qui en fait l'une des plantes cultivées les plus anciennes qui soit.
Les Égyptiens connaissaient et appréciaient également ces gousses odorantes. Ils croyaient que la plante portait en elle le secret de la force physique. Sans l'ail, les pyramides n'existeraient peut-être même pas. On raconte que les bâtisseurs avaient droit à une ration journalière de 10 gousses d'ail par personne. Mais un jour, la diminution, puis la suppression de cette dose quotidienne eut des conséquences dramatiques. Les artisans de la pyramide de Khéops tenaient tant à ces précieuses gousses reconstituantes qu'ils déclenchèrent la première grève de l'histoire. L'importance de l'ail est manifeste ici aussi. On a trouvé ces gousses en argile dans les tombes de simples mortels. Quant au sarcophage du pharaon Toutankhamon, il contenait 6 têtes d'ail véritables. On plaçait ces offrandes dans la tombe du défunt pour le protéger et l'aider à effectuer son voyage vers l'au-delà. Mais dans la Grèce antique du 7e siècle avant Jésus-Christ, le culte voué à l'ail est plus mesuré. L'entrée des temples était interdite à toute personne en ayant consommé, car on considérait que son haleine chargée serait une offense aux dieux. Pourtant, les divinités elles-mêmes semblent bien informées des pouvoirs extraordinaires de l'ail. Homère le confirme dans l'Odyssée. C'est de l'ail qu'Hermès, le messager des dieux, offre à Ulysse pour l'aider à résister aux enchantements de Circé. Et en effet, alors que la redoutable magicienne a changé ses compagnons de route en pourceaux, le grand voyageur parvient à échapper à ce destin. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, l'ail est décrit dans le codex le plus important de l'Antiquité. Le médecin grec Dioscoride y note qu'il chasse les vents, déloge les parasites intestinaux et fait s'écouler l'urine. Dans l'Allemagne médiévale du VIe siècle, l'ail est qualifié de thériaque du pauvre ou thériaque des paysans. La thériaque, mélange très complexe d'herbes et de chair de serpent, est considérée comme le remède le plus puissant qui soit. Et comme elle coûte très cher, les pauvres doivent se contenter de l'ail, qui en réalité était probablement plus efficace. Au XIe siècle, l'abbesse Hildegarde de Bingen décrit elle aussi les vertus de l'ail dans sa pharmacopée. Un proverbe turc dit que l'ail poussa sous l'empreinte du pied gauche du diable quand il fut chassé du paradis. C'est peut-être ce qui lui vaut d'être considéré comme un puissant remède contre les sorcières et les mauvais esprits. Si l'on a longtemps pensé que l'ail faisait sortir le mal, c'est probablement lié à la rage. Car cette maladie génère notamment une plus grande sensibilité olfactive. Les malades, amenés à sentir l'odeur de l'ail dans un aliment ou un élixir, avaient une réaction de défense naturelle qui se manifestait par une hypersalivation et des convulsions. De quoi étayer cette théorie. Et puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, apparaît cet être maléfique, effrayant et assoiffé de sang que beaucoup redoutent, le vampire. On prétend alors l'éloigner à l'aide d'un crucifix ou de gousses d'ail. Car ces créatures seraient pourvues d'un odorat très développé pour flairer le sang de loin. Mais l'odeur de l'ail est si envahissante qu'elle ne peut qu'insupporter, donc éloigner, tout vampire normalement constitué. C'est alors qu'apparaissent d'étranges décorations sur les portes des maisons. Mais on prête aussi à l'ail des vertus aphrodisiaques. Pour beaucoup, il entretiendrait la flamme conjugale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, le véritable apport de l'ail sur ce point est controversé. Peut-être bien à cause de cela aussi. Bref, si l'on en croit les sources anciennes, l'ail est doté de grands pouvoirs, un remède universel en somme.
Oui, un remède universel que nous allons retrouver dans sa version fumée. C'est l'ingrédient principal d'une délicieuse soupe que nous allons préparer avec Madame Merlin. Combien en faut-il pour faire une soupe à l'ail fumé? Un gros bol d'ail épluché, un gros bol. Un bol entier? C'est beaucoup. J'en ai encore un peu là. Jusqu'à ras-bord? Comme ça, c'est bon. Ça suffit? Ça suffit. Encore deux? Ouais. Un, deux. 2, 3. Voilà, c'est bien, c'est bien. Das ist ernsthaft? C'est vraiment impressionnant. Okay. Et ça sent fort. Je suis presque étonnée qu'on ajoute autre chose. Quels sont les autres ingrédients? Il faut mettre 5 litres d'eau, un bon kilo de pommes de terre, coupées en petits morceaux, 4-5 carottes, et après il faut mixer. Du beurre, du sel, du poivre, crème fraîche, gruyère. L'ail fumé est-il aussi bon pour la santé? Chez nous, dans notre pays, les gens malades, ils font des décoctions avec de l'ail fumé, de l'eau et de l'ail épluché. Ils boivent l'eau pour la grippe. Pour la grippe. Avec une cuillère de miel et c'est très bon. Voilà. Non, mais c'est l'ail cuit, elle est douce. L'ail, quand elle est cuite, elle n'est pas forte, elle est douce. Ça pique pas, quoi. C'est agréable. On prétend que l'ail a aussi des vertus aphrodisiaques. Vous en avez déjà fait l'expérience? Ouais, il faut manger de l'ail. Ça rend amoureux, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Est-ce que c'est vrai? Et nous, on a eu beaucoup d'enfants, alors ils disent toujours « Oh, vous êtes dans le pays de l'ail !» Combien d'enfants avez-vous donc? 6. Ah, ok. Eh ben, dis donc, Lucien, Tu sais ce qui t'attend, Gunnar, si tu manges trop de soupe à l'ail. En tout cas, vu la vitesse à laquelle on épluche ces légumes, je pense qu'on va devoir reporter la date de diffusion de cette émission. Ça risque de durer encore un peu, mais on s'accroche. On va y arriver. Et quand tout sera découpé, on le mettra à cuire et puis... On goûtera. C'est ça. C'est interminable. La soupe est chaude. Attention, Gunnar, ça brûle. Merci de me prévenir. Inoubliable, je dirais. Bon, ça le fait déjà, non? Eh oui, ça reste de l'ail. Elle est... Oui, elle a du caractère, cette soupe. Et elle a du goût. Elle est vraiment délicieuse. Je finirai bien la casserole, mais j'ai trop peur des conséquences. Alors je préfère vérifier si l'ail est aussi bon pour la santé qu'on le dit. En tout cas, si l'envie vous prend de goûter l'ail fumé de la région et que vous craignez que le fumage ne lui fasse perdre ses propriétés, soyez rassurés. S'il est fumé à une température raisonnable, il les garde toutes. Et maintenant, voyons ce qu'il en est des vertus médicales de l'ail. J'en reprends une cuillère par précaution. De toute façon, on rentre ensemble, non? Aujourd'hui, l'ail est un incontournable dans la plupart des cuisines du monde. C'est au parfum intense de ce bulbe blanc que de nombreuses recettes doivent leur originalité. Mais on ignore souvent ses autres vertus. L'ail a quasiment tous les pouvoirs, c'est presque un remède miracle. Nous allons voir cela de plus près. L'ail a-t-il vraiment un pouvoir antibactérien? Peut-il faire baisser le cholestérol et fluidifier le sang? Intéressons-nous d'abord à son action contre les bactéries. Anti-inflammatoire, antiseptique, l'industrie pharmaceutique ne manque pas d'adjectifs pour vendre toutes ces crèmes, comprimés et autres sprays. Un marché qui rapporte des milliards, et pourtant, il existe une option beaucoup plus avantageuse. Les substances végétales secondaires ou phytonutriments. Cet homme connaît l'ail dans tous ses détails. Michael Keusgen dirige l'Institut de chimie pharmaceutique de Marbourg en Allemagne. Il a suivi cette plante dans le monde entier et étudie ses effets depuis des années. À l'en croire, l'ail détruit notamment les bactéries responsables des maux de gorge et de la toux.
On peut l'utiliser pour tuer des germes, des bactéries sur la peau ou en cas de rhume, de mal de gorge, d'inflammation de la bouche et du pharynx. Dans ce cas, on peut obtenir une concentration élevée avec peu d'ail et sans empester pour autant. En revanche, ce ne serait pas mon premier choix pour une pneumonie ou toute autre infection interne. Là, ce n'est vraiment pas indiqué. La première preuve scientifique de l'action antibactérienne de l'ail nous vient d'un Français, le chimiste et lauréat du prix Nobel de médecine, Louis Pasteur. C'était en 1858 déjà. Mais l'ail intéresse toujours les chercheurs. Le professeur Michael Keusgen a 3 études en cours dans son institut. L'ail a donc des propriétés antibactériennes. Aide-t-il aussi à faire baisser le taux de cholestérol? En effet, l'ail contient une substance appelée allicine. Ce composé organosulfuré se dégage lorsque l'on découpe ou écrase la gousse d'ail et qu'il entre en contact avec l'oxygène. L'allicine est connue pour réduire les dépôts de graisse dans les artères. Si l'on consomme l'équivalent de 4 grammes d'ail frais, les taux de cholestérol et de triglycérides diminuent dans le sang. 4 grammes d'ail, l'équivalent d'une grosse gousse, permettent d'éliminer 15% de ces graisses. Que fait l'allicine exactement? Elle combat pour nous les mauvaises graisses comme le cholestérol LDL. Aussitôt arrivée dans le sang, elle bloque d'importantes enzymes responsables de la production de cholestérol. Voilà déjà 2 propriétés médicales très intéressantes. Mais ce n'est pas tout. L'ail aurait également la capacité de fluidifier notre sang, d'agir sur sa coagulation. Aucun de nous n'est à l'abri d'une thrombose, l'obturation d'un vaisseau sanguin. Mais on sait que la consommation d'1 gramme d'ail par jour est bénéfique, car son action équivaut à celle de 50 mg d'aspirine ou d'un produit équivalent. Voilà comment ça marche. Les artères rétrécies par des caillots de sang peuvent créer des thromboses, qui risquent de provoquer à leur tour infarctus ou attaque. Les composés organosulfurés de l'ail assouplissent les plaquettes sanguines et évitent de ce fait la coagulation. Mais cet effet n'est pas toujours souhaitable. Il ne faut absolument pas manger d'ail avant une intervention chirurgicale. La question figure d'ailleurs dans les questionnaires préopératoires, car cela risque d'augmenter sévèrement les saignements. Consommé trop souvent, l'ail peut même activer une enzyme qui accélère la métabolisation des médicaments, donc réduit leur efficacité. Si le foie est toujours en contact avec les substances qu'il veut détruire, il va produire davantage d'enzymes pour les éliminer. Malheureusement, ce genre d'enzymes s'attaque aussi à certains médicaments, qui du coup sont éliminés plus vite. Comme l'ail, le millepertuis et le pamplemousse peuvent altérer l'action des médicaments. Pour éviter les combinaisons dangereuses, mieux vaut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. À propos, l'intérêt de l'ail vendu en pharmacie sous forme de gélules ou de boissons est contesté, car les composés organosulfurés conditionnés ainsi perdent rapidement leur efficacité. En revanche, l'ail en poudre ou en comprimé a autant d'effets que l'ail frais. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas qu'il ne peut guérir aucune maladie à lui seul. Le plus sain est manifestement de s'offrir de temps en temps un repas avec beaucoup d'ail frais. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci pour la soupe. Au revoir. Au revoir. Voilà, et puis chez nous, nous remercions de notre visite. J'espère qu'on va revenir. Hein. Ah, bah, nous aussi, notre souhait. Au revoir. Au revoir. Super sympa. Malheureusement, c'est l'heure de conclure. On a appris que l'ail n'est manifestement pas la panacée que l'on voyait en lui au Moyen Âge.
Mais il est tout à fait efficace en tant que plante médicinale si l'on sait quand l'utiliser. Pour désinfecter une petite coupure, par exemple, c'est super. Et quand on a mal à la gorge aussi. Mais surtout pas trop d'ail avant une opération. Quant à son effet sur le devoir conjugal, rappelons que Madame Merlin a combien? 6 enfants? 6 enfants. D'autres questions? Nous, on n'est pas mariés, mais on va quand même laisser la fenêtre ouverte au retour. On ne sait jamais. Oh là là, il nous siffle déjà. On vous dit à la prochaine. Tu conduis? Je conduis.